La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui enregistre à l'arrache et qui va te donner. Donnez. Donnez-moi, non Enrico Allez, Enrico, vas-y. Donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Non, désolé. C'est un podcast live, monsieur. Je ne peux pas exister. Ouais, mais le dieu de la consommation. Ah, ok, ça alors. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, je suis One A Pied, vous êtes dans un podcast qui va parler de bande dessinée et on a décidé de faire quelque chose qui ressemble à rien, mais quelque part, c'est une sorte d'hommage. C'est un podcast au milieu d'après-midi, un mercredi, ça me rappelle un peu, il y a 15 ans, Les samedis après-midi. il y a 15 ans, quand on a fait notre premier podcast, parce que c'était il y a 15 ans, monsieur, c'était le 13 décembre. Donc, voilà, tous les deux, Thio. C'était, oui, hein, ça nous rajeunit pas tout ça. Au milieu de mon salon, avec un zoom posé à l'arrache sur la table. Ouais, j'avais encore deux ménisques à l'époque. Et on refait une émission. Putain, c'est dingue, C'était ça. le bon temps. Et on refait une émission, on va dire, Je un me peu à levais pas à l'ancienne, 4h du matin pour aller pisser à l'époque. parce qu'on est que l'équipe un peu historique, donc vraiment nous deux, parce qu'on est vraiment historique avec Thio, et puis Tizak, qui nous avait rejoint après, au début, juste pour nous Vous êtes servir à boire. préhistorique et moi je suis historique. Voilà. Ah, c'est ça. L'histoire a commencé avec toi. L'histoire a commencé avec C'est lui. l'histoire de la vie. Ok, et ben on va parler de bande dessinée. Et aujourd'hui, au programme, dans cet épisode, nous allons vous parler de... Trucs bien et de trucs moins bien. On va parler de trucs quoi, de Oken, de l'intégrale numéro 1 de I Hate Fairyland, de Jungle Book numéro 1, des Brumes écarlates numéro 2, de Tête de chien numéro 2, et de Friday numéro 2 et 3, parce qu'on est comme ça. Et on fera un truc qu'on n'a pas fait depuis mais super longtemps, online. Comme ça Je suis T'as retrouvé le générique? Ouais, j'ai Le fait jingle j'ai fait un online, j'ai tout préparé. Normalement, je devrais réussir à faire quelque chose. Il a dépoussiéré le 33 et tout. Théo. Voilà. Il a changé les affaires, on est bon. J'ai sorti mon 56K pour aller voir des BD sur Internet, je suis prêt. Et je crois que, avant toute chose, on va quand même dire quelque chose d'important, car Oui. c'est une période de fête. Oui. C'est une période où il faut penser aux gens qui sont dans, Ils le, sont dans besoin. le besoin. Et nous Et sommes, nous sommes dans le besoin. Ouais. Et pour nous aider, rien de mieux que d'aller sur tipeee.com/la voix des bulles pour donner, mais pas grand-chose. On n'est pas très demandeur. Alors si vous voulez donner beaucoup, on vous en voudra pas non plus. Bref, c'est un moyen, bien sûr, de nous soutenir. Mais l'autre moyen de nous soutenir, c'est de parler de nous, autour de vous, de propager la bonne parole pour faire savoir que nous sommes le meilleur podcast sur la Ça bande devient dessinée. christique, quand même. Excusez-le, il est corse, il y a le pape qui est passé en Corse, là il en peut plus. Ouais, ça va. Donc oui, non. C'est important de faire savoir qu'on est le meilleur podcast de bande dessinée où il n'y a pas de journaliste dedans. Voilà, et c'est pas mal. Je pense qu'on est assez unique à ce niveau-là. Heureusement que l'archiviste est parti alors. Ah, parce qu'il avait une carte de presse. Mais en même temps, est-ce qu'elle n'était pas Ouais, photocopiée il depuis était le temps journaliste, il était pigiste. C'est pas journaliste, pigiste. Tous les pigistes. Putain, alors là, toi, tu vas te faire lyncher, mais alors de force. Ouais. Tu sais que Bon. c'est comme dans l'éducation nationale, là, la proportion augmente. Hein. Ouais, les contractuels, c'est pas les enseignants. Ok. Oken de Shi Hung-woo, sorti au Lombard pour 23,50 €. Ah, alors il passe combien ce bouquin, mon cher Eh bien, on dépasse le kilo. C'est Ah. officiel, on est à 1018 grammes pour 208 pages et 23,50 €. Voilà, autant vous dire que c'est de la belle ouvrage. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle du pitch ou on en reste là, Non, juste là, bah, ça suffit. hein? C'est déjà bien. Il y a Par une belle contre, couverture alors, et c'est lourd. Ça Par suffit. contre, il faudrait l'épaisseur. Ah, il faudrait que je rajoute ça. Ça, faut que tu rajoutes l'épaisseur. Faut Comme que ça, je au moins, rajoute ça. on sait ce qu'on peut caler avec. Ouais, mais alors là, vraiment, il faut quand même que j'ai l'ouvrage dans les mains parce que sinon. Non, mais que tu nous donnes le format, mais avec les 3 dimensions, hauteur, largeur, profondeur. Bon, alors on est au printemps 45 et le petit Oken vit avec ses parents et sa petite sœur nouvellement née dans un pays sous domination japonaise depuis une 50aine d'années. Les États-Unis, eux, lancent des raids aériens massifs sur sa ville natale, Hualien, excusez-moi pour la prononciation, qui est située sur la côte est de Taïwan. Les habitants doivent donc quitter la ville, bien évidemment, de toute urgence. L'enfant et sa famille traversent alors de grandes rizières en train pour se rapprocher des montagnes. Pour le jeune Oken, c'est une vraie découverte de la campagne. La fin du trajet se fera à pied. La maman s'en souvient d'ailleurs beaucoup. Et les emmènera donc tous les quatre dans un petit village entouré de collines. Oken découvre ainsi les joies de la campagne, les vaches, le parfum intrigant des collines, les paysans multicolores. Et en parlant de couleurs, la brume colorée qui tombe régulièrement enveloppe les gens et les maisons. Oken s'y sent
bien. C'est douillet, c'est chaud, c'est accueillant pour lui. Il aime beaucoup cette ambiance. Bon, ça va pas rester dans cette gentille petite ambiance bien longtemps, hein. À la fin de la guerre, la famille retourne en ville, mais Oken passe beaucoup de temps seul dans les collines, près des étangs, à écrire, à regarder la beauté de la nature. C'est assez contemplatif. Il profite donc des nuages, il s'émerveille de la grâce et de la fragilité d'une araignée d'eau, mais la dureté va vite le rattraper et l'ouvrir à de tout autres horizons. Belle liaison. N'est-ce pas ? Il a fallu que je la travaille. Pas facile, celle-là. Pas facile, celle-là. Oken est donc une adaptation d'un classique de la littérature taïwanaise. Oui, car il y a la littérature taïwanaise, messieurs, dames. On en apprend tous les jours. Il y a même des classiques. Et il y a donc des classiques. Intitulé Mountain Wind and Ocean Rain, c'est une autobiographie de Yang Mu, grand poète taïwanais. On apprend des choses, et moi j'aime la BD, il nous sert à ça aussi. Le titre fait référence au mont Kilai, 3605 mètres quand même, et oui, c'est haut, et à la mer des Philippines qui borde la ville donc de Hualien, où est né le poète. Son surnom d'enfance, Oken, a donné donc le titre de cette bande dessinée, mais initialement, le livre, qui avait donc reçu le prix Raymond Leblanc de la jeune création en 2021, était publié sous la traduction française littérale « Vent de montagne, pluie d'océan ». La narration est parfaitement maîtrisée, avec le choix d'utiliser certains moments plutôt récitatifs, directement traduits de l'original, mais aussi beaucoup de planches muettes qui donnent une vraie profondeur au récit. L'équilibre entre justement ces parties écrites et celles dessinées fait que le lecteur est embarqué dans un voyage poétique entre la vie réelle, ses beautés, ses horreurs, et les saillies oniriques d'un enfant, puis d'un jeune homme touché par la grâce. Le voyage dans lequel Wu, alors attention, le prénom, le nom, Shi Wun Wu, auteur qui nous vient de l'animation, nous embarque dans son récit, et c'est absolument magnifique, grâce notamment à un découpage qui est vraiment excellent, très efficace, qui sert parfaitement la narration. Certaines cases sont splendides, de calme, de sérénité, d'autres beaucoup plus violentes et torturées, comme des espèces d'illuminations qui émaillent l'évolution du poète. C'est une vraie belle réussite, éclairée par les messages de l'auteur et de son éditrice, qui inscrivent ce travail pas simplement dans un récit simple, mais aussi dans une perspective assez intéressante, qui nous permet de mieux connaître l'histoire de Taïwan et de ses habitants. Pour moi, c'est un coup de cœur. Thio, putain, t'as respecté le timing et tout, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, mon cher Thio, qu'as-tu pensé de cet album? J'ai mis beaucoup de temps à y aller, on me l'a donné très tôt et j'ai mis beaucoup de temps parce que franchement, je vais être honnête, le nom, la couve, le dessin, ça me donnait pas envie. Voilà. Ça, c'est du racisme. Hein. Non, c'est du racisme de couverture. Il a été déçu, c'est une histoire de manteau de vison, de couteau de cuisine, de trucs comme ça. Au couteau manken. Et en fait, non. Il y avait que le manken. Bon, donc du coup, après, voilà, tu vois, je voulais continuer pour donner, tu vois, je suis parti bas pour essayer de monter ensuite, tu vois, faire ma chronique. Mais bon, je voulais pas. Ensuite, mais finalement, voilà, même si le dessin des personnages, en eux-mêmes, ont un côté un peu caricatural, un peu moche. En fait, il n'y a pas de personnage qui est beau. Il n'y a pas de beau, en fait, dans les personnages. Mais alors, par contre... Attention, ça peut être raciste. Est-ce que je peux terminer une putain de phrase? Oh, sérieux, Il nous a dit qu'il était tendu tout à l'heure. Je vous ai dit, j'étais tendu avec ça aujourd'hui. Donc, je trouve que la beauté est vraiment pas dans les personnages. Mais, par contre, elle est dans la nature. Elle est dans la contemplation. Elle est dans un paysage qui est un peu vaporeux. Mais même dans cette vapeur, il y a du détail, et puis il y a même des cases où on a des pages où on va avoir juste des bandes de couleurs quand il est en train de regarder entre le ciel, la mare, enfin bon. Non. Et je me suis vraiment laissé en fait porter par la poésie du livre qui m'a vraiment enthousiasmé. En fait, au départ, voilà, il n'y avait vraiment pas d'envie. Et finalement, de découvrir déjà une histoire que je connais assez peu, l'histoire de Taïwan en elle-même, même si on entend souvent parler aux informations ces derniers temps. Et je pense que ça va être encore plus vrai ces prochains mois. Mais là, j'ai vraiment eu moi, je dirais un coup de cœur, en fait, pour Oken et pour cette poésie, en fait. Et la création du livre, parce que finalement, on a en fait toute la jeunesse de Oken jusqu'au moment où en fait il fait paraître son premier livre en tant que poète. Voilà, c'était une belle histoire, et c'est vrai que bon, il faut pas s'attacher aux personnages, au dessin des personnages. Moi que personnellement je n'ai pas trouvé beau, mais qui ont quand même où il y a quand même un dessin qui procure beaucoup d'émotions. Moi j'ai beaucoup apprécié le côté
en parlant justement du côté graphique, cette façon de travailler sur de l'aquarelle très simplifiée, tous les décors, les fonds, enfin de l'aquarelle, la belle aquarelle, etc. Et de jouer sur un ancrage assez brut pour les personnages. Ce travail aussi de l'expression des couleurs sur les visages, où on a les zones qui sont prises par le froid, qui sont un peu rosées, alors que tout le reste est vraiment blanc, mais blanc de chez blanc. Et ça marche super bien. Moi, c'est un style graphique qui me plaît. Ça me fait penser un peu à ce que peut faire Dave McKean dans certaines de ses illustrations de personnages. S'il compare à Dave McKean, alors, ça sent le coup de cœur. Voilà. Au niveau du récit, Mais- j'avoue que j'ai... Bien sûr, Il attend le tome 2, mais c'est en Au niveau seul tome. du On va attendre le tome récit, 2. j'avoue que j'ai été un petit peu surpris parce que je voyais un truc de poésie, etc. Mais je trouve qu'il y a une façon de mélanger l'historique qui permet de comprendre la poésie. Moi, je suis pas quelqu'un de très sensible à la poésie, globalement. Hein. Quelque chose que j'aime bien, mais j'ai tendance à pas être dedans. Là, Il y a un tatouage de Michel Leb sur le bras. voilà, là, le fait de mettre l'historique, et d'amener le poétique derrière, de passer sur des passages très narratifs, sur des passages très oniriques, ça marche super bien. Et puis aussi les traitements graphiques. Là, c'est là, attends, hop, t'es sur une planche. On va la remettre, vas-y. T'es sur une planche, moi, que je trouve monstrueusement fantastique. Je suis resté 5 minutes bloqué dessus. Hein. Voilà. En termes de narration, d'écriture, c'est une putain de réussite. Moi, c'est un très très bon bouquin. Ouais. Un mec qui a déchiré une page, ça t'a fait kiffer pendant 5 minutes? Non, c'est la façon dont il a déchiré plusieurs pages, qui les a Tu superposées vois, les unes aux toi, autres. t'es le genre de C'est gars qui voit une banane Voilà. scotchée au mur. Voilà. Il y a des gens qui voient de la poésie. Ne te justifie pas, en Voilà, fait. non, mais c'était- non, mais c'est comme ça. Quand je dis que c'est bien, des fois, les bouquins de Thierry, ça arrive, des fois. Et bah, je le dis. Enfin, celui-là, on pourrait le mettre en hors-série de numéro d'émission. Ouais, non celui-là, ouais. C'est quoi? Tu sais, une sorte de, tu sais, des numéros, mais HS. Ça, le Golden HS. Ouais. Donc voilà, oui, non, vraiment un très beau bouquin qui graphiquement est fantastique. Je pense pas que ce soit pour tout le monde parce qu'il y a quand même un côté Oui, une partie historique quand même, historique, narratif, qui est un peu qui est parfois qui assez part un peu dans marquée. tous les sens. Ouais. Mais c'est le genre de livre, si je dois parler de poésie en bande dessinée, dont je me souviendrai en fait. Et c'est Complètement. ça qui en fait du sens. Donc, alors bah oui, coup de cœur, monsieur. Ah ouais! Pas mal, pas mal. C'est parce qu'on n'a pas Guillaume qui est là, sinon lui il aurait dit. Tu me rends ma bière, par contre? Où elle est la baston, c'est un truc d'asiatique où il se tape pas Ouais, dessus, mais c'est en même n'importe temps, quoi. si on avait eu Nao, elle aurait été On aurait, d'accord avec moi. ouais, Nao, il y a des chances que. Voilà. Mais tu sais bien qu'il suffit que l'un d'entre nous ne soit pas d'accord. Oui, mais les gens qui sont pas d'accord, à un moment donné, on les vire. Hein. C'est Donc, pour ça qu'on est que 3 ce soir? Ok, pour de ça chez qu'on est que vous, chez le trois. Lombard, pour 23,50 €. On va rester dans la poésie. Chez qui? Lombert. Avec l'âge. Là, c'est le rhume aussi, ça va être pas. C'est la saison. Hein. I Had Fairyland de Scotty Young au scénario et au dessin, assisté principalement de Jean-François Beaulieu à la couleur, même s'il y a quelques autres dessinateurs qui font du guest derrière, chez Urban Comics pour 31 €, cette intégrale. Avec une belle couverture, pleine de roses. Pleine de roses Ah, là, et il y a pleine du de rose. couleurs. Là, il y a du rose. À 6 ans, alors qu'elle était en train de jouer dans sa chambre avec ses petits oursons en peluche, une fausse couronne de reine et une fausse baguette magique, Gertrude a été aspirée par sa moquette rose et transportée au royaume féerique de Fairyland. Et là, elle a rencontré la reine Claudia, qui est trop gentille et trop mignonne. Et elle lui dit, tu vas devoir trouver la clé qui va te renvoyer chez toi pour ouvrir la porte et retourner dans ta chambre. Mais, dans ta quête, tu vas avoir un ami. Il s'appelle Larrington Wentworth III. On va l'appeler aussi Larry. C'est plus facile. Hop, petit... Comment ça Flash s'appelle? forward. Flash forward. Enfin, gros quand même. 27 ans plus tard. Gert, elle a merdé. Elle est toujours à la recherche de cette putain de clé. Larry, il est toujours là, mais désormais, il est alcoolique et en plus, il fume comme un pompier. Sa quête, grosso modo, elle est commentée en temps réel par la Lune. Et du coup, comme ça, Gert en a plein le cul, que ça fait 27 ans que la Lune lui raconte son histoire en même temps dans sa tête. Elle lui éclate la tête, elle a fait péter. Voilà. Donc, I Hate Fairyland. I hate Fairyland. Donc, au départ, ça part sur une sorte de petit conte. Et puis, finalement, ça part un peu en sucette. Parce que du coup, la pauvre petite Gertrude, elle n'a jamais trouvé la clé. Et en fait, même dans le monde de Fairyland, ils sont très surpris parce que toutes les autres qui sont venues avant elle ont toutes trouvé la clé. Mais elle, non. Et puis, elle, en fait, elle a découvert que on peut ne pas être mignon et kawaii, en fait. On peut juste tout faire péter. Puis on est immortel dans ce monde. Et puis surtout, on est immortel dans ce monde. On peut même péter des dents aussi.
On peut insulter tout le monde. En fait, on a un peu rien à faire. Au niveau du design de Scotty Young, c'est du Scotty Young. On ne peut pas dire qu'on ne reconnaît pas ces personnages. Et on va suivre voilà, toutes les aventures de Gertrude. Et le problème, c'est que cette Gertrude, qui, elle, n'en a plus rien à faire justement du pays de Fairyland, elle y met un peu le souk. Ce qui fait que la reine Claudia, elle n'a qu'une envie, c'est qu'elle se casse. Mais si elle ne trouve pas la clé, elle ne se casse pas. C'est la règle. Et comme, en fait, il faudrait faire venir une nouvelle petite fille. Et cette petite fille, si elle vient et qu'elle retrouve la clé avant Gertrude, ça veut dire que dans ce cas-là, Gertrude est coincée et Gertrude devient mortelle. Ah. Et là, Claudia pourrait se débarrasser de Gertrude. Oui, parce que même les reines magiques peuvent être des enfoirés. Mais c'est méchant. C'est très très méchant, mais en même temps, Gertrude, elle est pas elle est un très... peu cherchée. Voilà. Gertrude, c'est un peu une connasse. C'est pas une connasse. Gertrude, c'est princesse connasse. Elle a eu une enfance difficile. Elle a eu une enfance difficile. Là, imagine, t'es à 6 ans, tu te retrouves dans un pays tout pourri avec une sorte de, je sais pas, de mouche. C'est quoi, Larry? Ouais, c'est ça, c'est une sorte de mouche. Une sorte de mouche qui te tue tout le temps. Voilà, enfin bon, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est jouissif et régressif. C'est vraiment trash. On est sur une bande dessinée, moi, qui m'a fait de l'œil pendant longtemps. Et en fait, c'est quand je suis passé à notre BDRI, à la rue des Notre Cordeliers. libraire préféré. Notre libraire préféré, à la rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Surtout, n'hésitez pas, ils sont ouverts tous les jours jusqu'au 24 décembre. Et ils ont une nouvelle salle. Pas encore. Bientôt. Elle est ouverte. Elle est ouverte? Ah bah oui, Apparemment, tu ils ont suis ouvert, pas les ouais. publications, toi. Ah bah, je sais Elle pas, est ils devaient ouverte. l'ouvrir. Ouais, mais pour le moment, elle n'est pas totalement fonctionnelle, mais elle est ouverte. Bon. Et donc, du coup, j'ai acheté donc ce livre 1 de l'intégrale qui est quand même déjà, je trouve, un monument qui est exceptionnel. Je me suis absolument régalé, poilé. Et je vous le souhaite, voilà, pour tout ce qui est, on va dire, un peu immoral, irrévérencieux et qui vous fait un petit peu, voilà, vous dire que le magicien d'Oz, ça aurait été bien si finalement Dorothy avait un peu pété des têtes et fait signer des nez, quoi. C'est un album complètement régressif. Je crois que tu as très bien résumé. Le terme est parfait. J'ai adoré ton pitch. Mais de toute façon, c'est purement ça. Et en 5 minutes, c'est réglé. J'ai passé un très bon moment. Je me suis éclaté. Ça devient un peu répétitif au fur et à mesure des épisodes quand même. C'est disant qu'il manque un peu des enjeux, il manque un peu des trucs. À la fin, tu sais qu'elle va finir par tout péter. Ça va, voilà. C'est le regret que j'ai eu. C'est-à-dire que c'est bien raconté, c'est bien foutu, mais ça se répète pas mal. Moi, c'est ça que je regrette. Mais tu passes un bon moment. Franchement, si à un moment donné, tu as envie de poser ton cerveau et de rigoler comme un con devant un album, il est parfait. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'irai pas jusqu'à y mettre un coup de cœur. Hein. Oh non, mais j'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit coup de cœur. Voilà, oui, non, mais des fois, tu sais, on est un peu tendance. Non. Moi, je mets pas de coup de cœur. Franchement, mais je trouve que c'est une très bonne bande dessinée. Surtout en plus, voilà. Je vous dis le côté truc rose avec la gueule de Gertrude qui a les dents éclatées devant. Par contre, c'est pas pour les enfants. C'est vrai, je l'ai pas précisé. Alors donc, c'est pour une classe d'âge environ. Surtout que la couverture pourrait porter Oui, non, à mais c'est ça. Ce confusion. que je dis, c'est De 13 ans, hein, à partir de ouais, 13 ans. 13 ans, ça peut commencer à arriver. Voilà. Mais voilà, Je leur ferai lire ma fille, je sais pas encore. C'est un beau. En tout cas, voilà, c'est vraiment un joli tome en intégrale. Donc il y a 2 livres, je crois, en intégrale, et après il y a la suite quand elle devient grande. Oh. Mais voilà, donc c'est vraiment un bon truc. Mais effectivement, je ne mettrai pas de coup de cœur. Mais c'est une bonne lecture régressive qui te. Ah oui, non, Tu te ça détends, détend. quoi. Tu vois, non, mais c'est ça, on en a besoin des fois de ce genre d'album. Hayat Fairyland, l'intégrale 1 de Scotty Young au scénario et dessin, Jean-François Beaulieu à la couleur, chez Urban Comics pour 31 €. Jungle Book de Anne Canton, chez Dupuis pour 14,50 €. C'est l'histoire d'un couple de loups qui un jour se retrouve à découvrir un bébé qui a été abandonné, et c'est un bébé humain. Et ils décident de l'élever et de l'appeler Mowgli. Et il y a un méchant Shere Khan qui essaye, lui, de fracasser cet humain parce qu'il le déteste. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Ils l'en font peu pour être vraiment très peu pour être heureux. Et donc oui, nous sommes dans une adaptation du livre de la jungle, mais en version anthropomorphe. C'est-à-dire que les loups marchent sur 2 pattes, Shere Khan a un côté Negan assez poussé. Mais c'est ça, hein, je veux dire. C'est Shark Negan. Mais il n'a pas Lucille. Oui, non, il n'a pas Lucille. Et donc, ça essaye de transposer dans ce type d'univers l'histoire. Et ça le fait plutôt pas mal, c'est-à-dire on a vraiment, t'imagines ce couple de Canadiens qui vivent au fin fond de la Cambrousse avec
avec leur pick-up pour aller chasser des trucs, ramener à bouffer, s'occuper de leurs gosses. Vraiment le truc très rural. Et puis des gangs qui viennent foutre la merde derrière. Et cet enfant qui a été abandonné, on ne sait pas d'où il vient, etc. Et du coup, ça pourrait pas être au Canada. Pourquoi? Il n'y a pas de gang au Canada. Ils sont gentils. Ils sont gentils. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à raconter sur l'histoire, hein, parce qu'on la connaît tous. Je dirais que l'adaptation est plutôt bien faite, en tout cas. Oui. Ça marche bien. On arrive sur ce premier tome. C'est prévu en 3 tomes finis, et les 3 tomes vont sortir, parce que ça a été signé pour qu'ils sortent. Vous en saurez plus en écoutant l'interview dans Canaille BD qu'a donné Morgane. On peut faire de la pub pour ses enfants. Je vais montrer la dédicace qu'elle a reçue. son d'ailleurs. agent. Voilà. Et ça marche très bien. Là, on arrive à peu près au moment où Mowgli finit par quitter le troupeau. Oui. Enfin, le troupeau. La meute. famille. On parle d'une meute, on parle Oui. pas d'un troupeau chez les loups, monsieur. La famille, je suis pas très très fort. Tu sais, famille. j'ai abandonné la bio, moi, au cours de route. J'ai abandonné la bio. Je suis pas très fort en animaux, moi. Je suis pas très fort Voilà. en animal. Ah, pardon, Voilà. en animal, t'as raison, faut le dire comme ça. Je suis pas très fort en animal, moi. monsieur. Ouais. Et ça marche bien. D'un point de vue graphique, on est sur un style graphique assez épuré au niveau, c'est-à-dire que c'est du trait c'est du dessin sans contour, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des aplats au Ça niveau des pourrait être visages. du Arthur de Spence. Qui fait beaucoup penser à de l'animation. Elle parlait en termes de référence, si je te dis Gungo. Ah, totalement. Petite Sur les décors. automobile. Sur les décors. Non, pas celui-là. Bombo. Comment il s'appelle déjà? Bombo. Von Comment. Von Comment. Ouais. Au niveau des. Von Kessersberg. Et Kassersberg, ouais. Toi, t'as fait anglais. Et en d'ailleurs. Islande, T'as fait le volcan, allemand, il s'appelle allemand. comment? Pardon? Et le volcan, il s'appelle comment en Islande? Est-ce qu'elle a fait que le slump? D'ailleurs, on le voit sur l'entête de page. Vas-y, remets l'entête de page pour ceux qui sont en vidéo. On pense vraiment à du Gungo. C'est totalement le genre de truc qu'il y a dans ces albums. Et ça marche plutôt bien. Je sens quand même une certaine... après, c'est... il y a un peu de maladresse parfois dans le dessin. Il y a des planches qui sont superbes et fantastiques. Et il y a des moments où tu sens que c'est des passages un peu plus posés, un peu moins trash, un peu moins action. Je sais pas, moi, il y a un truc qui fait que ça manque un peu de posture, toi, c'est pas assez imposé, ouais, de présence. Mais alors, dès qu'on part sur de l'action, on retrouve la qualité de la couverture hein, qui est magnifique. Et ça marche super bien. Moi, c'est un album que j'ai bien aimé, ça me donne envie de lire la suite. Ça recommandé pour faire découvrir aussi le livre de la jungle sous un angle un petit peu différent, parce que je suis pas sûr que le texte original soit encore facile à lire pour des gamins de notre époque. Voilà. Et vous, les gens? Vas-y, Thio. Putain, c'est toujours un deuxième, quoi. Alors, j'étais déjà un peu surpris parce que je m'attendais pas du tout, même si j'étais présent lors de l'interview, mais qu'en fait, j'étais pas là parce que moi, je faisais du. Tu fais du manège. Je fais du manège à Spirou. Ça va, j'avais fait mes interviews, j'avais fait mon taf. Après, du coup, j'étais avec mon fils et on s'est un peu amusé. Donc, du coup, je n'avais pas suivi l'interview de Anne Quinton. Et j'étais surpris, en fait, découvert. D'un coup, je fais merde, putain, mais c'est le livre de la jungle. Et là, Jungle d'un coup- Book. Jungle Book. D'un coup, j'ai pensé. Ouais, mais. Ouais, Nous faisons partie d'un podcast totalement bilingue. ouais c'est ça. Mais ça m'a pas- pas partout. Ça m'a pas parlé de suite, tu vois. Vraiment, que là, j'étais là, voilà. Et donc, là, je suis, ah merde, c'est l'histoire du livre de la jungle, c'est l'histoire de Mowgli. Donc, un peu surpris. The Book of the Jungle, quoi. Ouais, le bouc de la jungle, je sais pas. Comme ça. Le Book de la jungle. La traduction n'est pas venue littéralement. Il avait confondu un B avec un W, il a cru que c'était une histoire de wok de la jungle. Walk. La cuisine de la jungle. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est un C, là. Ah merde. C'est peut-être compliqué. Hein. Bon, et donc, du coup, assez intéressé par cette adaptation du livre de la jungle. Alors, j'ai eu des petits moments quand même où il y a les moments pick-up, où j'ai eu quand même des sortes de flashbacks qui m'ont un peu brûlé les yeux, où je me suis dit, merde, putain, on est revenu dans... comment ça s'appelle, ce truc avec des vampires qui brillent au soleil? Ah oui. Et là, je me suis dit, c'est les loups-garous. Et oui, ils sont dans des pick-up parce qu'ils ont la classe, ils sont à la cool, les Et torse loups-garous. nu. Et torse nu parce qu'ils ont chaud. Ils sont chauds, les garous. Et donc. Ils sont chauds, les garous. Qui n'a jamais été seul. Et là, voilà. Bon, ça, c'était juste des petits moments où je suis revenu là-dessus. Mais finalement, on se prend vraiment à notre. Comment ça s'appelle à l'histoire. Et. Alors après, il me semble quand même qu'il y a des petites différences, hein, parce qu'on n'est pas vraiment sur l'histoire originale. Hein. Quoi? Balou, il a pas de pick-up?
Ça doit être ça. Et mais franchement, une adaptation. Ah bon, je vais pas y arriver. Ne crache pas. Une adaptation Thierry. sympa du monde, donc du livre de la jungle, et un Mowgli intéressant parce qu'en fait, on est sur un Mowgli, je trouve, qui est plus rebelle que dans le livre de la jungle. Ouais. Plus. Ouais, ok, ouais. Et Ouais, c'est vrai qu'il non, mais c'est vrai. Il a ce côté un peu. Ouais, franchement, voilà quoi. je vous Bon, Thierry, emmerde. donne ton avis, Thierry. Ouais, donne ton avis, en fait. Alors, Hein mon avis, écoute, j'ai été vraiment interloqué par cette adaptation et j'ai envie de te dire, d'une certaine façon, si on n'avait pas appelé ça Jungle Book, mais Shaun of the Dead Revolution Redemption, et qu'on n'avait pas appelé certains personnages Mowgli, Baloo, etc. Honnêtement, on n'aurait pas forcément fait de lien entre le livre de la jungle et l'histoire qui nous est racontée ici. C'est un peu capillotracté, à mon sens, d'appeler ça Jungle Book. Maintenant, je passe un très bon moment à la lecture, je passe un très bon moment graphiquement. On va pas tout vous spoiler, mais il y a quand même du tragique dans l'histoire. Donc, franchement, ça tient le client en haleine et moi, j'ai passé un excellent moment. Je trouve juste que voilà, le parallèle Jungle Book est un petit poil factice, mais au final, ça peut donner une profondeur, c'est-à-dire qu'on a des attentes, parce qu'on connaît tous plus ou moins l'histoire du livre de la jungle, et donc on a des attentes sur le devenir de Shere Khan, sur le devenir des parents, sur le devenir de la fratrie, etc. Donc c'est finalement ce fil-là que je trouve intéressant de tirer sur le côté de Jungle Book, et pas le parallèle exact, la similarité qu'il va y avoir entre les deux livres. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on va faire dire à Shere Khan, qu'est-ce qu'on va faire dire à Baloo. C'est plutôt ce genre de choses moi, que j'ai trouvé intéressante. Et c'est une très belle réalisation, j'ai très envie de lire la suite. Et je pense que sur les tomes qui vont suivre, on va avoir une montée qualitative d'un point de vue graphique. Parce changer de que PC non, parce qu'on est sur une autrice Donc, c'est le jeune premier tome. qui sur un premier tome, sur un premier album, et que en général, Ouais, c'est son t'as du boost sur toute une série. Quoi. D'accord. Donc, Ça dépend si elle a bossé par IASP. peut-être vers la fin, on verra. Elle va passer sur la version payante. Voilà. Ouais. Donc, Oh le salaud. Après, il faudrait pas non plus que ce soit trop différent parce que sinon, on n'aura plus Oui. de lien entre le premier et le troisième, quoi. C'est dommage. c'est ça. Ça se terminera avec 4 size. Je cherche le lien. Ok. Jungle Book, tome 1 de Anne Canton chez Dupuis pour 14,50 €. Tu dis 4 size parce que j'avais écrit Quentin au lieu de Canton, peut-être. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, les brumes écarlates. Oui, je l'avais dit au premier abord. Mais... Canton oui. Dupuis. Canton Il Dupuis. s'appelle pas Quentin Dupuis, 4 size. Oui. Oh là là. Oh punaise. Ah Toi, ouais, toi, t'as regardé la série de TF1, c'est ça? Et non, toujours pas. Ah. Toujours pas. Non, ça c'est que du souvenir, ça, monsieur dame, Ouais. c'est de la poussière de 1985. Non, mais alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même que tu arrives à te rappeler des trucs comme ça, tu vois, et que tu te rappelles toujours pas ce que tu as bouffé à midi. C'est ça qui me. Bah, mes intestins s'en souviennent. Ah, ouais, voilà. Il y a que. C'est le problème. La mémoire de l'eau, peut-être. Et bah, puisque c'est comme ça, je relance un jingle parce que c'était pas mal. Et puis voilà. Et ça marche pas, tiens, que je le relance. C'est marrant. Les brumes écarlates. Même faire la liaison. Les brumes écarlates. Numéro 2 de King Song-woo, parce que tu aimes les Woo. Chez Glénat pour 22,50 €. Absolument. Moi, je l'ai pas lu, donc là, je vous laisse totalement en roue libre. Vas-y, Thierry. Putain, on est en roue libre, les gars. Oh, on peut faire ce qu'on veut. Vas-y, ouais. Alors, gros, c'est parti. Donc, on est sur un deuxième tome. Le premier tome permettait de poser le C'était juste monde. avant, c'est ça? Il était juste avant. Il permettait de poser le monde. Et alors, juste avant, j'ai envie de te dire non, parce qu'il date quand même de 2021. Mais voilà, si tu me permets. Mais on positionnait vraiment le monde. Là, le fait que les humains sont arrivés bien plus longtemps après les créatures mythiques, mythologiques, les animaux, etc. Et qu'on a l'apparition d'une brume qui permet de dézinguer à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, les humains sont partis se réfugier. Donc, depuis des siècles, ces brumes écarlates émergent du néant, ne sèment que mort et destruction sur la Terre. Lorsqu'elles sont arrivées sur le monde, les brumes écarlates ont embrasé le ciel et la Terre dans une espèce de grande purge qui a vu l'humanité sur le point de disparaître. Tu fais vachement bien les brumes qui. Vas-y, fais des doubles. vois Ah oui, non, c'est- Le Covid brumeux, tu vois. Le Covid brumeux, c'est l'humanité qui meurt. Excuse-moi. Attends, excuse-moi.
Voilà. Mais les humains ne renoncèrent Mais pas donc, et t'as contactèrent raison, donc, Pfizer. Pfizer leur a dit vas-y, monte en haut de la montagne, comme ça tu seras protégé des. Oui, non, c'était la blague Covid. Donc, Comme j'ai pas eu la BD, je me dis peut-être que c'est ça. Peut-être non, qu'ils non, ont fait ils des sont blagues et simplement tout. aller se planquer, en tout cas les survivants sont allés se planquer en haut des montagnes, là où la brume ne pouvait pas les atteindre. Parmi ces survivants, il y a des familles qui bien sûr vont s'installer, vont prospérer et vont grandir en influence. Et bien sûr, politique, manipulation, jeu de pouvoir, et les brumes, elles, sont toujours là. Donc ce sont généralement les petites gens qui morflent le plus. Aucun homme n'a réussi à se débarrasser de ce monstrueux fléau pour l'instant. Et bien sûr, la religion rentre là-dedans et on peut supposer, en tout cas c'est ce qui est raconté, que cette brume est issue des dieux. Même si certaines troupes d'élite ont depuis appris à connaître ces brumes, elles arrivent à détecter certains comportements, on va dire, à la brume. Elles essayent de les combattre, mais en vain. Toutefois, il se pourrait qu'un artefact appelé la pierre aux 5 couleurs, alors là on rentre quand même dans quelque chose caricatural asiatique, la pierre aux 5 couleurs, tu vois. Blanc, noir, bleu, ouais, alors rouge, en fait et vert. c'est le principe des 5 éléments en fait c'est chez les asiatiques où on n'a pas les mêmes 4 éléments que chez nous. J'en sortais Magic. Non, sur Storm Magic, en fait, 5 éléments, ça passait. Ça passait. Donc effectivement on est un peu là-dessus, sauf qu'il n'y a pas les marées, mais sinon, C'est un Black Lotus, quoi. c'est un Black Lotus. Et donc cette pierre aux 5 couleurs pourrait changer la donne. Ainsi, selon la légende, celui qui détiendrait cette pierre serait en mesure de contrôler la puissance des brumes surnaturelles et donc de régner en maître sur le monde. Qui de Wooding, le fossoyeur de Dieu et son groupe de rebelles, du Shu, son excentrique rival, ou des puissances des royaumes de Tielu, Qingyu et Danzhou, parviendra à mettre la main sur cette pierre. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Et dans l'ombre, bien sûr, politique, manigance, mystérieuse force à l'origine de la chasse de cette pierre. Qui en sortira vainqueur, qui vivra, qui mourra. Voilà les thématiques qui nous sont posées dans ce 2e tome. Donc, le premier tome, comme je vous le disais, mettait en place la saga, une aventure riche à travers des héros assez complexes dans un monde très chaotique. L'auteur, Wu Kingsong, ou Kingsong-Wu, vous le faites dans le sens que vous voulez, est de retour donc sur ce 2e tome baptisé Les Rivaux, afin de continuer sa réécriture d'une œuvre originale qui s'appelle Les Trois Royaumes, et qui est une œuvre classique, on va dire, dans la littérature asiatique, mais cette fois-ci vue au travers du prisme de l'heroic fantasy. Une fois encore, l'auteur prend le temps de travailler la psychologie des personnages principaux, de développer le contexte au travers duquel se joue cette chasse à la pierre des 5 couleurs. Chacun a ses propres ambitions dans sa quête et compte bien atteindre ses objectifs, quitte à se débarrasser au passage de ses rivaux ou même de les manipuler. Au-delà de tout ça, il s'agit bien sûr d'aborder pleinement le jeu de pouvoir. L'auteur met en place des ambiances épiques avec pas mal de combats et d'actions. À ce titre, les dessins réalisés par l'auteur fait scénario des 5 couleurs, sont particulièrement nerveux. Tu viens de passer ton timing. Ah, je suis désolé. Voilà. En même temps, on a fait des pauses au début. Et la mise en planche offre des scènes vraiment grandiloquentes au niveau des combats, parfois un peu brouillonnes, mais c'est vraiment très péchu. Véritable artiste complet, l'auteur délivre une partie graphique vraiment à la hauteur de la complexité du récit. Ce 2e tome tient donc toutes ses promesses. L'artiste a su prendre à son compte tout un pan de la mythologie chinoise pour lui donner un véritable souffle épique et permettre aux lecteurs que nous sommes d'en apprendre un petit peu plus sur ce mythe fondateur chinois. Pour moi, un excellent moment riche. Thio. Je vais rebondir sur ton dernier mot, riche. Et Foisonnant. Foisonnant, trop riche. En fait, Fouillou parfois. Fouillou, quoi. Hein, Fouillou. C'est pas du chinois, ça. Mais c'était, voilà. Non, il y a des moments où il y a trop de... Moi, j'ai eu trop d'infos. Trop d'infos. Trop d'infos, tu l'info. Trop de personnages qui se croisent. C'était compliqué. Après, c'est sympa parce que tu veux savoir où ça va aller. Ouais. Et tu sens bien que finalement, il n'y a pas que les combats dans l'histoire, il y a aussi, on va dire, tout le côté politique qui est intéressant. Au niveau du dessin, alors, des fois, la couverture ne rend pas hommage à ce qu'on a dedans, avec son espèce de je sais pas, le mec qui fait c'est un peu singe, un peu chelou. Les Trois Royaumes, il n'y a pas l'histoire du roi singe et compagnie au milieu. Et donc, du coup... On l'a pas, mais alors c'est un peu complexe. Excuse-moi, je te coupe ensuite. Je t'en prie, allez-y, coupez-moi. C'est qu'en fait, on a des liens entre les familles, les types d'attaques et les armes qui elles-mêmes ont une âme.
et qui se transmettent, etc. Donc c'est un peu très compliqué. Oui, parce qu'ils ont des armures aussi qui sont entre guillemets vivantes, certains ont des pouvoirs, pas d'autres. C'est ça. Et elles sont attachées à toi, et en fait, il faut que tu la lâches volontairement ou alors que tu meurs, sinon du coup, tu peux pas la lâcher à quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc ouais, la couverture, je trouve vraiment pas hommage à ce qu'on peut avoir dedans, parce qu'on a quand même de très très beaux dessins, un graphisme qui est soigné autant sur les décors que sur justement l'attitude des personnages. Ouais. Et vraiment, c'est un beau bouquin. Un beau bouquin. Ça aurait mérité un format légèrement plus grand. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu. Après, moi, j'ai pas été. Alors, j'avais finalement assez peu de souvenirs du tome 1. Eh ben, voilà pourquoi, 2021. Mais là, je me suis pas. Bon. J'ai lu, je suis allé au bout, j'ai vu, mais j'ai vaincu. Mais voilà, ça m'a pas. J'ai vécu plus que j'ai vaincu. J'ai vécu plus que j'ai vaincu, sans doute. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça m'a pas follement enthousiasmé, ces Brumes écarlates. Si on va sur la suite, je lirai pour avoir peut-être la fin, en espérant que le tome 3 soit la fin, je ne sais pas. Maintenant, s'il y a 7 ou 8 tomes, je t'avoue que je pense que je lâcherai l'affaire, surtout s'il y a 3 ans entre chaque tome, ça va pas être... Moi, c'est ça qui me chagrine plus dans cette affaire-là, c'est le fait qu'il y ait 3 ans de pause, et comme tu le disais, il y a énormément de personnages, les rebondissements politiques entre les familles, les coups foireux, etc. Ça obligerait presque à relire 200 pages à chaque fois pour pouvoir s'y remettre. Oui, c'est vraiment très compliqué. Surtout qu'on ne sait toujours pas qu'il y a le tome 1, donc... Ah, c'est vrai qu'il a disparu, ce tome 1. On ne sait pas qui l'a. Il y a plein de livres qui ont disparu. Moi, je pense qu'il y a une souris qui bouffe des livres ici. En fait, le démon des chaussettes s'est attaqué au livre. C'est le buteur de la chaussette. Il y avait plus assez de chaussettes. Les Brumes écarlates, le tome 2 de Ching Sang-woo, Oui. Si on prononce bien, chez Glénat pour 22,50 €. Et 954 grammes. Ah merde, pas de kilo. Tête de chien numéro 2. Oh, toi-même. Dargo pour 22,50 Il est € par fou, lui. Vincent Brujas, Ronan Touloat et Johan Guillot. Mon cher Thio. Alors, Laure, donc nous, en fait, je recommence. Ah ouais, tout ça. Donc, nous sommes dans l'époque médiévale, l'époque des tournois où les chevaliers donc se tapent sur la gueule pour gagner de l'argent et surtout vivre parce qu'en fait, ils ne vivent que des tournois parce qu'en fait, ils n'ont pas de thunes. Donc, fin du tome 1, on va dire, voilà, je ne vous raconte pas l'histoire du tome 1, mais voilà, c'est une histoire de tournoi. On a donc 2 chevaliers. Le chevalier donc à l'écu tête de chien qui est Jeanne, qui est une femme, et son copain qui est Jocelyn. Truc du genre. Truc du genre, il me semble. Et en fait, début du tome 2, en fait, Paulin, leur fidèle écuyer, un peu roublard, un peu douteux et un peu escroc sur les bords, entend en fait que dans une tente, on dit la donzelle mourra sur la lys. Et là, du coup, il se dit forcément, on parle de Jeanne. Et donc, hop, il va de ce pas aller avertir ses chevaliers pour leur dire que la vie de la jeune femme est en danger. Nos 2 personnages vont en fait continuer tout en faisant les tournois à essayer de démêler le vrai du faux et de trouver qui sont les responsables qui veulent les tuer et découvrir qu'en fait là derrière il y a en fait un complot, messieurs dames, et oui, un complot pour tuer des gens importants. Ces gens importants, voilà, je vais pas aller plus loin dans le truc, mais voilà, c'est ce complot pour cet assassinat qui va faire tout le sel de la fin de ce livre 2. Je n'irai pas plus loin sur l'histoire. Le dessin est toujours, moi je trouve aussi top. Magistral. C'est beau. Alors, il y a un côté traditionnel, un peu à l'ancienne, mais c'est modernisé. C'est un peu classique, parce qu'il y a vraiment un côté classique dans les chevaliers où je retrouve un peu, comme nos figurines qu'on avait en plastique quand on était petit au siècle dernier, qui étaient, voilà, mais finalement, ils sont super bien modélisés, l'aventure est prenante, c'est dynamique, et dans tout ça, l'histoire, elle est top, quoi, ouais. Parce que du coup, elle te prend et tu as envie de connaître la fin. Et en plus, ils ont, je trouve, c'est un peu des pervers, hein, quelque part, je trouve, tous les deux, parce que du coup, ils arrivent quand même à te mettre en plus des rebondissements. Un premier, tu vois, tu te dis, hey, je me suis pris rebondissement à tiroir. Puis, paf, allez, une deuxième. Et puis voilà, à chaque fois, il te retourne, en fait, et tu te dis, oh, c'est bon. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié ce tome 2 de Tête de chien. Et vraiment impatient de lire, du coup, la suite, parce que, on va dire que voilà, la fin, forcément, donne très envie de savoir ce qui se passe après. Moi, je suis à Donf.
Complètement. mais c'est bon, tu peux arrêter là, du coup. Plus la peine de discuter. J'adore. Je trouve que le style graphique marche très bien parce qu'on est entre tradition et modernité, comme on dit. Putain, c'est exactement ce qu'on a dit, dis Ouais, donc. voilà. Le côté entre chaque chapitre, on sent qu'il vise aussi peut-être l'international en faisant des chapitres à l'américaine. Entre chaque chapitre, le côté un peu télé-réalité, le parloir, tu vois, pour quelque chose qui quelque part n'est qu'une forme de télé-réalité de l'époque. Hein. C'est Ouais. les tournois, c'est il y a les favoris, on a des potins sur les uns les autres, des trahisons, etc. Et une écriture qui te prend du début à la fin. Tu as envie de savoir ce qui va se passer, tu as envie d'en savoir plus sur les personnages. Tous sont intéressants. J'ai été pris totalement dans le truc. Je l'ai dévoré et je suis arrivé à la fin en me disant putain de sa mère, il y a une suite, je la veux. Voilà, c'était mon point de vue simple et froid. À toi, Thierry. Alors écoute, pour être tout à fait honnête, je pensais avoir lu le livre 1 et en fait non. Ou en tout cas pas dans mes souvenirs. Et au final, je me suis régalé. C'est-à-dire que même en attaquant directement au livre 2, tu comprends les enjeux qu'il y a eu dans le premier tome. Parce que ça reste toujours une... Même si ça marchait bien... Tu plantes le décor. Ça allait un peu plus loin, mais c'était un beau Il n'y a pas plantage tout de le décor. du détail, mais finalement tu l'apprends et tu reconstitues les pièces du puzzle avec il s'est fait virer par son père, c'est le Xème de la fin de la fratrie, donc du coup il aurait dû faire autre chose que simplement chevalier, etc. Donc en fait tu reconstitues, je pense, le livre 1, les trucs qui sont cachés, etc. Qu'il y a eu du tiraillement, qu'il s'est passé des trucs avec des incompréhensions dans la fin du tome 1, et on a pensé qu'ils avaient triché, machin. Voilà, on s'est très vite reposé au début du livre 2. Et du coup, il y a un côté aventure-enquête qui est super bien mené. Le côté traditionnel est là pour justifier un peu le côté moyenâgeux. Et en même temps, le côté enquête, dynamique, c'est très moderne. La narration est très moderne. Donc voilà, moi j'ai passé un super moment. Le chapitrage fonctionne très bien avec les petites pages de couverture aussi. Donc voilà, pour moi c'est une vraie réussite sur le fond, sur la forme. Voilà, ce type de page montre ça aussi. Oui, c'est des pages de réflexion interne. Oui, mais c'est le parloir. C'est le parloir C'est ça. façon... Et puis avec un style graphique différent. Enfin, c'est ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment top dans la réalisation. Donc voilà, je ne peux que le conseiller. Alors après, pour que ça puisse plaire, il n'y a pas forcément de scène où on voit des têtes coupées, et, du sang et du sexe. Mais donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait très bien le positionner sur des enfants plus jeunes, sauf que le fond de sujet et d'enquête et d'intrigue fait que ça se destine quand même à minima à des adolescents pour que ça puisse les intéresser. C'est pas forcément qu'il y a des choses choquantes. Ou alors des plus jeunes qui sont à fond d'histoire médiévale. Ou des jeunes qui sont à fond d'enquête et d'histoire médiévale. Quoi. C'est un point de vue, ce qu'on avait dit sur le premier tome, c'est un point de vue sur les tournois qu'on connaît peu en fait. Qu'un tournoi soit ça, que les nobles, en fait, c'est tu te dis, c'était ça la noblesse en fait. Il y a de ça. Hein, c'est un peu l'idée. Voilà, ça marche bien. Quoi. Non, puis le côté palouf, loyal bon, loyal con. Ah oui, il y a un des personnages qui est le loyal con du groupe. Voilà. Là, il prend cher. Là, hein. Mais c'est ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi parce que justement, ça nous balance un peu aux orties tous les préjugés de chevalerie, de chevaleresque. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. J'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré. Donc, vous pouvez y aller à fond. Ça veut dire coup de cœur ou pas coup de cœur? Tu t'attends le 3? J'attends le 3. Alors, j'ai pas lu le 1, je peux pas le mettre. Oui, t'as dit que c'était pas dit nécessaire. que franchement, sans lire le 1, t'étais à fond. Donc, T'as dit c'est pas nécessaire. Faut le savoir. Ouais, c'est pas faux. Non, moi je suis prêt à le mettre. Après, Oui. Moi, je vais pas épiloguer. C'est oui ou c'est non, en fait. Il n'y a pas non plus à raconter sa vie. Non, moi j'ai passé un très bon moment, donc franchement, vous voulez le mettre, je vous suis. Quoi. Eh bien, Tête de chien, le tome 2 de Vincent Brujas, Ronan Toulouat et Johan Guillot chez Dargaud pour 22,50 €. Bon, j'en profite, je fais juste un petit coucou à Azer, même s'il est venu, il est reparti, tout ça, mais voilà, il nous a fait le plaisir de venir nous faire un petit coucou. Et justement, il plussoit sur Tête de chien en disant, dès qu'il a entendu Tête de chien, il dit coup de cœur direct. Donc je pense que on a des bons choix. On a des bons choix et des bons auditeurs. Friday. On avait beaucoup aimé le tome 1 et j'étais très curieux de ce qu'allait donner la suite. J'ai découvert que le tome 3 serait le dernier, donc je me suis dit on va attendre le tome 3 pour chroniquer tout ça. On va mettre un coup de cœur ou pas?
Bah, c'était un peu la question. Pour rappel, Friday suit l'histoire d'une jeune fille qui était un peu une enquêtrice façon Club des 5 dans sa jeunesse, dans son petit bled paumé des États-Unis, et qui est partie faire des études. Et puis, quand elle revient en vacances, aux vacances de Noël, là, elle retrouve son vieux pote avec qui elle avait plein d'enquêtes, qui trouve qu'il y a un nouveau complot, et il se relance dans des enquêtes. Fin du tome 1, truc bizarre, à moitié secte sans doute dans la ville, Un peu ésotérique. culte satanique, brûlage de leur cachette, meilleur copain. Et comme on n'est plus dans les histoires pour ados, c'était en train de devenir un peu plus qu'un copain qui meurt. Et là, c'est le drame. On attendait le tome 2 pour se dire putain de sa race, qu'est-ce qui va se passer? On poursuit un peu ses enquêtes, on commence à plonger un peu plus dans le passé du personnage, à se rendre compte que son copain qui était fan, c'est Lancelot je crois, hein, qui était fan d'énigmes, lui laisse des tonnes d'énigmes parce qu'il y a encore un mystère à percer derrière. Et Friday va essayer de comprendre comment on en est arrivé là, ce qui s'est passé, quel serait tout ça. Et le surnaturel va prendre sa place pour de vrai petit à petit dans le récit. Et ça marche bien. Je trouve que ça marche bien. Il y a un usage d'un poncif qui est le voyage temporel. Je spoil pas trop parce que c'est utilisé de façon... Non, mais c'est utilisé de façon tellement intelligente. Il nous a fait une archiviste. Ouais. Non, mais ça marche tellement intelligemment. Et moi, je fais une démarche, je me roule sur le terrain là. Je dis, Voilà. qu'est-ce qu'il fait Moi, ça m'a bluffé. Je suis resté sur le cul. C'est quelque chose qu'on pouvait voir venir, mais la façon dont c'est traité. Ah oui. À partir du moment où il y a du surnaturel, tu peux t'attendre à tout en fait. Il n'y a pas de limite parce que le surnaturel est clairement mis en place. Et là, voilà, il y a quelque chose qui est superbement raconté. Graphiquement, Marcos Martin, il a un style qui arrive à être entre ce truc vieille littérature et fantastique d'horreur. Il part dans des planches totalement fantasmagoriques, justement. Il y en a certaines, quand il y a des sortes de démons, machin chose, quand il part dans des scènes de délire qui sont impressionnantes. Il y a un travail de la couleur qui, moi, me laisse sur le cul, parce que je trouve que ce travail, principalement sur des aplats, mais à chaque fois qui tape juste, quoi, qui va être d'une subtilité qui marche trop bien. J'ai passé un excellent moment avec Friday. Je savais que Ed Brubaker était un bon scénariste. Je l'attendais plus sur du polar, on va dire, standard. Jouer avec ce polar jeunesse qui a pris de l'âge, c'est ça un peu l'idée. Il l'a fait, je trouve, admirablement bien. Et j'espère vraiment qu'il ne fera pas de suite. Parce non, faut arrêter avec les suites, les gars. Là. Parce que ça... Saturday ouais, c'est la suite de Wednesday. Non, mais ça, c'est la suite de Wednesday, déjà. Alors, Wednesday, voilà. Wednesday, mais après, je veux pas... Non, mais mercredi... Oui, Adams. Voilà. À vous. Well. Écoute, puisque tu peux passer en deux, je vais passer moi en deux. J'ai passé un merveilleux moment. Je pensais pas que tu allais parler de saut temporel, mais voilà, donc tu nous as un peu tué le truc. Mais j'ai trouvé ça juste génial. Après, est-ce que c'est une façon facile de dénouer le truc? Je ne sais pas, parce que l'air de rien, les sauts temporels, ça complexifie toujours les choses. Les récits, ouais. Oui, puis c'est pas le seul moi, point. C'est pas le seul point de. En fait, ça, c'est ça. En parler. Et moi, je t'avoue que j'avais plus basculé sur le versant Lovecraft que sur le versant voyageur du temps, si tu veux. Et donc voilà. Mais je me suis régalé. La fin n'est pas, à mon sens, parfaitement au niveau, parce que le reste est très bon. Très, 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 très bon. La fin est bonne, mais elle aurait pu être plus mieux meilleure. Plus mieux meilleure, ouais. Putain, ça, avec des avis comme ça, moi je pense qu'on peut directement voir Libé. Hein. Plus mieux meilleur. Je crois qu'on a un titre d'épisode, le plus mieux meilleur. Le plus mieux meilleur de la fin. Ouais. Plus meilleur de la fin, vas-y. Mais j'étais moi assez surpris en fait dans le changement en fait. Attends, excuse-moi, là tu viens de montrer à la cam quand même la fin du livre 3. Non, mais c'est pas grave. Non. Vous avez décidé de tuer le game, les gars. Non, parce que je suis pas allé jusqu'aux dernières pages. Ah ok, d'accord. Ok. Alors déjà oui, je me suis arrêté à peu près à la moitié du bouquin. Je suis pas allé jusqu'au bout et c'est fait exprès. Bon, maintenant je peux parler du bouquin ou pas? Vas-y. Très surpris en fait dans le Friday parce que effectivement sur le côté enquête polar du premier qu'on retrouve dans le deuxième,
finalement, d'un coup, on arrive au 3e. En fait, on a pris l'autoroute et on est parti, mais alors loin, 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 loin de tout ça. Et, Tout en douceur. ah, mais totalement, mais en fait, t'as pas vu le temps passer. En fait, t'étais dans la voiture, tu vois, tu suivais la route, et puis d'un coup, tu fais, oh putain, merde, mais Il neige. je suis à Las Vegas, quoi. Voilà, t'étais tranquille à Los Angeles, peinard, tu vois, bon, ok. Et là, d'un coup, t'es à Las Vegas, c'est la fête, il y a des trucs dans tous les sens, ça part, waouh! Et effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était chouette, vraiment très, très chouette. Ça se fait en douceur, et en même temps, finalement, tu te dis, bah, c'était écrit. On pouvait trouver des petits prémices déjà au départ dans tout ce qui était ésotérique. Vraiment un chouette triptyque de ce petit Friday. Je ne serais pas allé sur le truc au départ, peut-être à cause du dessin, parce que du coup, Ed Brubaker, on le connaît déjà pour d'autres choses, et clairement, ouais, c'est un peu le nom qui fait vendre pour moi au départ. Marcos Martin, on avait lu, je ne sais plus comment ça s'appelle, une autre BD de lui qui était pas mal. Je vais chercher. Voilà. Mais finalement, comme tu dis, en fait, la richesse du dessin de Marcos Martin fait que, en fait, ça passe tout seul. Et il y a tous les moments en fait où du coup Friday est en pleine introspection, elle est au fond du trou, oui. Au fond du trou, mais alors au fond du fond, elle a creusé, elle a touché le fond, quoi. Et les moments où justement on a de l'action, où on a les méchants qui font leurs petits plans, enfin voilà, vraiment tout est bien fait dans ce petit triptyque. Je vous tue tout de suite, je suis désolé les gars, je mettrai pas un coup de cœur, voilà. mais tu le recommanderas quand même. Je le recommanderai parce que vraiment c'est un très bon triptyque. Alors, il met pas le coup de cœur, sachant que Ed Brubaker a eu le prix Eisner de la meilleure bande dessinée en ligne pour Friday en 21 et en 24 aussi pour les tomes 7 et 8 qui donc ont été publiés là. Donc, on est plus exigeant que l'Eisner Awards. Mais oui, j'ai envie de vous dire, les gars. Mais merci Thio de montrer qu'on est des gens qui préférons mettre le niveau haut. Voilà. Non, mais il n'y a rien à dire. Tu sais, une de mes on va faire un petit flashback, justement pour un voyage temporel. On va faire un petit flashback, donc combien de 13 ans en arrière ? Ouais, peut-être 15 ans en arrière. Ouais. Où en fait, justement, j'avais lu des premiers commentaires en fait, qu'on avait fait. À l'époque où les gens laissaient des commentaires. Ouais, les gens laissaient des commentaires à l'époque. Sur du coup un comics, je sais même plus lequel c'était, et où j'avais dit, ouais, le graphisme m'avait pas emballé. Et j'ai vu un mec qui était en mode, mais comment tu peux dire ça, c'est machin et tout, il déchire tout, voilà, non, mais en fait, voilà, c'est juste une question d'avis, les gars, j'en suis désolé. Je n'avais pas Mignola quand j'étais jeune. Voilà, il y a des fois, vous savez, on regarde le festival d'Angoulême et on voit les prix et on dit, mais bof, quoi. Ouais. Mais rassure-toi, sur les sélectionnés cette année, on n'en a lu que 2 ou 3. Et puis il y a des fois où on fait, waouh, c'est trop bien. Voilà. Enfin, donc voilà, c'est malheureux, mais c'est aussi notre avis. Voilà, j'en suis désolé. Donc je suis certain que les mecs des Sonora ont déjà fait des trucs de ouf, parce qu'il y a des choses qu'ils ont aimé, que j'ai aimé aussi. Donc des fois, on s'est quand même coordonné, mais là, pas sur celui-là. J'en suis désolé. J'irai me jeter dans le puits de Pierrick tout à l'heure. Donc, Friday, les tomes 2 et 3 de Ed Brubaker au scénario, Marcos Martin au dessin, Mucha Vicente à la couleur chez Glénat pour 19 € le tome. Et on va faire un truc de fou qu'on n'a pas fait depuis très 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 longtemps. Online. Et comme on fait un truc de fou qu'on n'a pas fait depuis très 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 longtemps, je le fais dans la continuité. C'est-à-dire que ce premier online, je vais vous parler de Panel Syndicate. Parce que Thierry l'a remarqué, ils ont eu un prix pour Friday de la bande dessinée en ligne parce que le site Panel Syndicate est un site qui a été créé par des auteurs, dont Brian Kevogan. Avec qui bosse Ed Brubaker, avec qui bosse. Voilà, enfin, il a fait venir des gens, mais Brian Kevogan, donc c'est Why the Last Man, c'est que des chefs-d'œuvre. Et il a voulu lancer. Oui, Pride of Baghdad. Et il a voulu lancer un site où, en gros, le principe, c'est Pay what you want. C'est-à-dire que, du coup, ils ont mis leur BD. Ah oui, d'accord. T'as Barir, Private Eye, ok, Friday. D'accord. Oui, et tu paies ce que tu veux. Okay. C'est ça le truc qui est un truc de dingue sur leur système. Donc, alors là, j'arrive pas à naviguer dans le site pour ceux qui sont dans le live, parce qu'il fallait bien que ça déconne techniquement à un moment, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait. Donc, ils ont plein de séries qu'ils proposent, et alors que j'attendais le tome 3 de Friday, j'aurais pu payer 1 centime pour avoir la fin. Voilà, parce que je trouve que c'est un modèle économique risqué, qui a beaucoup d'auteurs de qualité dedans. Ça marche surtout sans doute parce que c'est des auteurs qui sont déjà reconnus et qui ont une fanbase qui leur permet qu'il y ait un minimum de gens qui donnent des sous pour que ce soit rentable.
Je suis pas sûr que ce soit à la portée de tout le monde. Mais voilà, je voulais le signaler parce que c'était quelque chose que je trouvais plutôt sympa et original. Maintenant, je vais carrément aller encore plus loin. Je vais au MoMA. Parce que le MoMA, donc petit musée de New York, a fait une série d'articles autour de la bande dessinée et a invité des auteurs à parler de la bande dessinée. Je vais vous parler de plusieurs. On va commencer par I Am a Comic de Caroline Cash, que vous pouvez avoir gratuitement là-dessus, qui raconte le moment où elle a commencé à travailler dans un comic shop et qu'elle s'est retrouvée à découvrir les auteurs qui ont forgé un peu sa vision d'artiste de bande dessinée. Et puis, comment elle s'est retrouvée en relation aussi avec ces gens bizarres des librairies spécialisées qui rentraient dans la BD juste pour voir si tu avais le dernier tome de Charles Burns sans l'acheter. Mais ils savaient que tu l'avais. Et c'est bien. Voilà. Et c'était quelque chose, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez bien foutu. C'est vite lu. C'est en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'en suis navré. Google est là pour vous aider. Mais ça marche très très bien. Ça donne plein de clins d'œil à du bon gros comic strip indé. C'est vraiment... voilà. Moi, j'ai trouvé ça très très fun. Je vous recommande. On continue parce que je suis vraiment online en express cette fois-ci. Toujours sur le site du MoMA. Par une bande dessinée de Kristen Radke qui s'appelle Pregnancy in Art, qui s'intéresse au fait que les femmes enceintes sont peu représentées dans l'art et que, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop... c'est un sujet que tu peux, en tant que femme enceinte, tu as peu de documentation à ce niveau-là, au niveau artistique, et qui parle de comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à décider de se renseigner sur l'art parce que sa grossesse avait ses difficultés, avait ses inquiétudes, etc. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, un point de vue assez moderne sur la prégnance, mais la grossesse. La grossesse, voilà, merci. Et que j'ai trouvé plutôt juste et bien foutu. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet-là, puisque une autrice que l'on a beaucoup aimée, Lucille Gomez, a sorti il y a fort longtemps une BD sur justement le fait d'être enceinte, qui s'appelle La naissance en BD, Découvrez vos super pouvoirs, et qui fait un tabac chez les femmes enceintes. Tu m'étonnes. On continue avec Kristen Radke, parce que c'est par là que je l'avais découverte en fait, avec un sujet qui là est sorti sur The Verge. Je te laisse faire tous les jeux de mots que tu veux, Thierry. Donc un site tech fort réputé. Moi, je connais que The Verve, mais après... J'ai failli la faire, mais je me suis dit non, peut-être pas. Je suis pas obligé. This is a bittersweet. Qui est là pour le coup, elle a fait ça en mode Turbo Média, donc tu peux naviguer totalement dans les planches. Waouh, Turbo Média, c'est existe encore. Après ça s'appelle plus comme ça, mais c'est le principe. Hein. Donc ça te permet de naviguer dans la planche avec des effets plus ou moins sympas. Moi j'ai trouvé que ça marchait bien. Pour ceux dans le live, ça marche pas. Je vous inviterai à aller voir le lien. Où là elle parle de son rapport à la surveillance de son enfant. Parce qu'en gros, comme toute mère, elle a été inquiète. Elle a commencé petit à petit à chercher des moyens de surveiller. Elle a commencé à mettre des caméras. Et là, elle pouvait regarder à tout moment son enfant avec ses caméras. Et elle s'est rendue compte petit à petit que elle pouvait le voir à tout moment. Et donc, elle le regardait à tout moment. Et qu'en fait, elle passait son temps à vérifier si son enfant était en vie. Parce que c'est ce que tu finis par faire, en fait. C'est est-ce qu'il est encore en vie Je ne vous invite pas à lire Rosalie Lightning si vous vous posez la question. En tout cas, flinguez-vous le moral. Voilà, c'est une excellente BD qui pose ces questions sur jusqu'où est-ce qu'on doit amener la surveillance et jusqu'à quel moment est-ce qu'on doit l'abandonner, et sur les dérives que peuvent amener les moyens de contrôle modernes, qui peuvent aussi nous amener une forme d'anxiété quelque part qu'on n'avait pas forcément avant. On n'en a peut-être pas besoin en fait. Voilà. Donc, Parenthood is abrupt and total. Oui, c'est ça. Voilà. Toujours en anglais, mais ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Voilà. On a fait un online, ça faisait longtemps. Oui, c'est cool. Ouais. Eh ben, c'était une petite émission tranquille. Rondement menée. Rondement menée. On a été plutôt efficace. On n'a pas trop traîné. On va même faire la suivante. Mais je pense qu'on va la faire. Non, je vais commencer à avoir faim. 18h41. Je vais commencer à avoir faim là. 18h41, Pierrick, ça va aller. Voilà.
Bref, c'était un plaisir de faire cette émission avec mes chroniqueurs Oh préférés. là là, comme il nous fait de la Ouais. lèche. C'est Noël, t'as vu, c'est Noël. Ouais, c'est Noël, c'est ça. On respecte le timing, c'est un vrai plaisir. Ah, ça Ouais, fait plaisir, c'est franchement, cool. travailler avec Ils des sont- hommes aussi ils sont beaux, ils sont professionnels. efficaces, ils ont une, Ouais, une barbe c'est beau. soyeuse. C'est franchement, c'est magnifique. Ok. Sur Tu ce, penses qu'il veut nous bouffer pour Noël ou quoi? Je sais pas. Déjà, il nous a bien engraissé toute l'année, donc ça, c'est possible. C'est pas impossible. Pas faux. je vais vous continuer à vous engraisser tout à l'heure pour ceux qui veulent. Ceux qui peuvent. Ceux qui Ouais, peuvent. ceux qui peuvent. Merci en tout cas. C'était notre première émission de l'année pour ceux qui nous écoutent en différé. C'est vrai. Et on avait le donc- retour dans nos auditeurs de certains Merton, Qui nous a pour fait ceux qui sont là depuis le début. Voilà, Merci, ça fait plaisir Merton. d'être là. On va voir quand est-ce qu'on fait la prochaine enregistrement en live. Peut-être après manger, peut-être avant manger. Non, avant manger. On va voir ça, parce On a qu'il du faut temps. voir On a du temps. comment ça se passe. Et sur ce, je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Blue Sky, par exemple, depuis pas longtemps. C'est toujours One Pied ou La Voix des Bulles, ça dépend de mes humeurs. Thio, lui, il est sur la galerie de Mathieu. Ouais, Euh, que ça. Et il fait que ça, et il publie des trucs sur son Instagram. Et un de tes derniers était vraiment très sympa aussi. Ouais, mais là, du coup, Ouais, c'est celui ton méga café là, Ouais, c'est franchement, les très croquis. joli. Ouais, mais c'est un croquis café qui dure depuis une semaine. hein. Non, Ah mais oui, il est top. d'accord. Ah oui, c'est un long café. Celui-là, C'est un il est long top. café, ouais. Un long café. Il infuse. Celui-là, il est top. Et comme quoi, hein, quand on travaille plus longtemps, on fait des trucs mieux. C'est pas faux. Sous-entendu ça. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on est mauvais entre nous. Sur ce, bonne année pour ceux à qui on doit dire bonne année. Et à l'année prochaine pour les autres. Ciao, Et bonne ciao, année à aussi bientôt. quand même à tous ceux qui Bonne ne année m'aiment à pas. tous.